initialement, Mhm. il y avait un besoin, tu vois. Mhm. J'ai parlé de mon expérience. Bon, en fait, la genèse même de l'entreprise que j'ai créée Mhm. aujourd'hui, Mhm. c'est le besoin que j'avais identifié lors de mon voyage à Kananga. Quand j'ai vu qu'il y avait un gap entre ce que les employeurs recherchent et ce que Mhm. le système éducatif nous offre, le Mhm. besoin est né à partir de là. Dans notre système éducatif, il n'y a pas de cours d'entrepreneuriat. On nous prépare tous à aller travailler pour quelqu'un d'autre. On nous prépare pas à l'université, il n'y a pas de cours d'entrepreneuriat. Et j'ai eu la chance de faire ce cours-là en ligne. C'était un cours, c'est même un cours gratuit que j'ai eu la chance de faire en ligne, ce qui m'a aidé à apprendre beaucoup de choses. La vision, c'était euh, d'être unique. C'était, en tout cas, le mot, c'est unique. Ce que nous, on offrait, par exemple, à l'époque, aujourd'hui, on le voit, tout le monde est en train de le faire. Mais à l'époque, on était toujours les seuls à offrir ce que nous étions en train d'offrir. Bon, comme tu l'as dit hein, au départ, quand vous aviez lancé l'entreprise, vous étiez le seul à offrir ce que vous offriez à l'époque. Mhm. Mais aujourd'hui, je peux imaginer que c'est pas nécessairement le cas. Peut-être qu'il y a eu de nouvelles entreprises qui ont pénétré le marché et qui Mhm. offrent peut-être les mêmes services, si pas mieux que vous. Mhm. Mais est-ce qu'il y a eu un moment de pivot? Tu dois toujours voir tout ce qui se passe autour de toi. Que font les autres? Et l'avantage qu'on a quand on est le premier dans un marché, c'est qu'on a la confiance des clients. Et Mhm. je vais inviter les gens qui nous suivent, peut-être s'ils ont un sujet qu'ils aimeraient qu'on discute, Mhm. qu'ils le mettent juste dans le commentaire, comme ça on va en discuter dans notre prochain épisode. Notre vision, c'était de nous asseoir, de nous dire qu'est-ce qu'on est capable d'offrir que les autres ne peuvent pas offrir. Mhm, Parce que c'est ça, c'est ce qui va nous différencier des autres. C'est notre, euh, comment on appelle ça déjà, la proposition de valeur. mhm. Notre proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on apporte que les autres n'ont pas? Quelle est la stratégie que tu as mise en place pour non seulement garder les clients, mais aussi fidéliser les personnes que tu as su euh, euh, sélectionner dans cette jungle Hum. entrepreneuriale, je peux dire. Les amis que j'ai amenés à bord, par exemple, il y a certains qui ont détourné certains clients. Hmm. OK? Qui ont Wow. détourné certains clients. Il y a certains qui sont partis, qui ont fait le copycat, qui ont créé la même entreprise Hmm. euh, comme ça. Mais c'est pas des choses qui te dérangent en fait. En tant qu'entrepreneur, c'est il faut s'attendre à tout. Ça veut dire il y a le changement, c'est la façon dont tu réponds. Comment est-ce que tu réponds à ces changements? Ouais, ouais. Je voulais juste qu'on parle un peu du parcours entrepreneurial. Mhm. Comment est-ce que on a pris cette initiative de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans Ouais. le business? Et quelles ont été les motivations Mhm. et pourquoi? Dis-moi un peu. Je suis curieux de savoir. Ouais. C'est une très bonne question. Bon, moi, je suis devenu entrepreneur malgré moi, hein. Tu sais, je suis un ancien fonctionnaire des Nations Unies. Tu sais, les fonctionnaires, ils sont dans une sorte de confort, une zone de confort où il a un salaire à la fin du mois, bon, il vit bien sa vie, il se plaint pas trop, et voilà, il voyage, il a une mission, il va d'un pays à un autre, il va. Moi, j'ai évolué dans les missions de maintien de paix. C'est là que j'ai commencé ma carrière. Mais la soif entrepreneuriale, elle est née au moment où j'ai quitté le système des Nations Unies. En fait, tu connais un peu l'histoire, hein. Tout a commencé une fois j'ai voyagé, je devrais recruter un comptable et là j'ai vu comment notre système éducatif, bon, je ne vais pas encore parler de ça, mais j'étais confronté à un problème où je devrais recruter un comptable, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont postulé à ce poste comptable. Et en regardant leur CV, je me suis rendu compte que ils n'avaient pas l'expérience requise. Et donc, l'idée m'est venue de créer
une plateforme pour permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience par le volontariat. Bon, tu connais un peu l'histoire, mais c'était vraiment l'élément déclencheur. Et donc, je vais accélérer un peu. Tout a commencé avec l'initiative Bridge qu'on a fondée ensemble pour aider les jeunes à trouver leur premier emploi. Pour moi, c'était vraiment un acte de foi et j'y croyais profondément. Et je voulais vraiment créer un pont entre les jeunes talents, souvent ignorés, et les entreprises en recherche de compétences. Et donc, ce travail m'a permis d'être sélectionné par euh, le Mandela Washington Fellowship et je suis allé aux États-Unis en 2016 à Rutgers University pour un programme sur le leadership. Et là-bas, je découvre d'autres façons d'envisager l'impact, pas seulement à travers les ONG, mais aussi à travers des modèles business qui sont durables. Et là, je me dis, ah, et si je passais d'une structure associative à une entreprise sociale? C'est vraiment là que j'ai eu l'idée maintenant de créer Bridge Workforce Development Consulting. Et j'ai choisi un modèle de franchise. Et l'idée, c'était vraiment de profiter d'un système existant, structuré et éprouvé pour avoir de l'impact. Et là, je décide de signer un partenariat avec Franklin Covey, qui est un cabinet international. Je lance l'entreprise en 2017, ici en Côte d'Ivoire, mais très vite, je réalise que ce modèle n'était pas très adapté, même si je peux dire du point de vue financier, j'ai pu récupérer le retour sur investissement, mais je me suis très vite rendu compte que ce modèle ne collait pas à la réalité locale. Pour plusieurs raisons, hein. D'abord, les tarifs étaient trop élevés, les solutions étaient très peu flexibles et j'étais devenu comme prisonnier d'un modèle importé qui me laissait peu de marge de manœuvre. Tu vois un peu. Et donc, malgré 3 années d'efforts, je me suis rendu à l'évidence, il fallait que je change de modèle, il fallait que je pivote, parce que pour moi, le modèle était pas très adapté. Et donc, je décide de fermer Bridge. Ça, je t'ai jamais dit, hein. J'ai fermé Bridge en 2020. C'était une décision difficile, mais c'était une décision nécessaire. Après, je prends la décision j'ai pas lâché, hein. Ça veut pas dire que j'ai fermé pour lâcher, mais j'avais fermé pour plutôt pivoter. J'ai pas lâché du tout. Donc, je deviens associé dans un cabinet de conseil local. Donc, on s'est mis à 3. On a tenté une autre approche, mutualiser nos ressources, proposer une offre complémentaire et viser plus grand ensemble. Et ça, sur base de la simple idée que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, les débuts étaient très prometteurs, mais assez vite, les désalignements stratégiques se font sentir. On n'a pas nécessairement partagé les mêmes valeurs, ni la même vision. Mais il faut aussi préciser que j'ai continué quand même à utiliser le même modèle, hein, le modèle de franchise. Parce que à l'époque, on n'avait pas encore complètement arrêté le partenariat avec Franklin Covey. Et quand je me suis rendu compte que avec les associés, c'était pas trop ça, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils sont très compétents. J'ai décidé, au fait, une fois, je pose la question, est-ce qu'on a besoin de ce modèle? Ils m'ont dit clairement non. Et donc, je décide d'arrêter le contrat avec Franklin Covey. Et là, encore une fois, je me retrouve encore face à moi-même, mais cette fois-ci avec plus d'expérience et une nouvelle conviction. Je ne peux pas continuer à construire sur des bases qui ne sont pas les miennes. C'est vrai que ça m'a permis à apprendre beaucoup de choses, surtout dans la création de contenu, mais je me suis rendu à l'évidence que voilà, je pouvais pas continuer à construire sur des bases qui sont pas les miennes. Et donc le pivot se fait sentir encore pour une deuxième fois
lorsque en 2021, je lance Mercy Consulting Group sur mes propres fondations. Cette fois, pas de franchise, pas de partenariat bancal. Je construis ma propre plateforme de service avec mon propre contenu basé sur ce que je sais faire mieux. Et donc aujourd'hui, Mercy Consulting Group se repose sur 3 piliers: le recrutement, le coaching et la formation. Comme je suis RH à la base, parmi les services que j'offre à ma clientèle, il y a le recrutement, mais un recrutement qui soit vraiment humain, stratégique et aligné. Et puis le coaching pour libérer le potentiel des talents, et aussi la formation à travers des plateformes conçues pour transmettre efficacement. Alors, la particularité des plateformes que j'ai créées, c'est que l'idée, c'est vraiment de démocratiser les outils. Surtout le coaching. Si tu te renseignes bien, le coaching, il coûte très cher. Je connais des coachs qui facturent $5,000 l'heure. Et on a d'autres. Ici en Afrique, je connais des coachs qui facturent entre 500 et $1,000 par heure. Or, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de se faire accompagner par un coach en payant $500. Parce que pour certains, $500, ça constitue un salaire. Et donc, moi, mon idée pour le coaching, c'est vraiment de démocratiser le coaching à travers une plateforme où il y a plusieurs coachs de plusieurs pays, en Afrique ou ailleurs, qui sont là à la disposition des personnes qui veulent non seulement découvrir leurs talents, mais aussi les développer pour réussir leur carrière. Donc, j'ai créé la plateforme qui s'appelle Essika, essika.org. Si vous y allez, vous verrez un peu tous les services. C'est une plateforme qui est en construction. Comme je l'ai dit, nous sommes en pleine renaissance parce que tout ce qu'on a construit pendant des années, on est en train de pivoter. Donc, c'est une plateforme, si vous y allez, vous verrez qu'il y a des choses qui sont en train d'être développées, notamment des produits digitaux comme les e-books, par exemple, ou encore des formations sur la communication, parce que pour moi, la communication, c'est la chose la plus importante, je dirais, pour réussir sa carrière. Et donc, on est en train de développer des modules sur la communication en milieu professionnel. Mais ça, c'est plus sur le soft skills. J'ai décidé de prendre cette décision stratégique justement pour accompagner mes clients. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on est Mercy Consulting Group. On est basé sur 3 piliers: le recrutement, le coaching et la formation. Et avec Mercy Consulting Group, je redeviens un peu en quelque sorte auteur de mon modèle, maître de mon tempo et gardien de mes valeurs. Je vais m'arrêter là pour voir si tu as des commentaires, mais je suis quand même curieux aussi de savoir c'est quoi ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. On revient à ce que tu as dit. C'est que tu as commencé un business sans étude du marché, sans pour autant étudier le marché pour savoir un peu quels sont les besoins de clients, quels sont le problème que tu essaies de résoudre. Mais sur la route, tu as vu que c'était pas une bonne idée. Par exemple, la solution que tu as apportée ne répondait pas aux besoins locaux et tu as essayé de pivoter, de changer. Et donc c'est ça, si je comprends bien. Oui, oui, c'est ça. Mais il faut dire quand même que initialement, il y avait un besoin, tu vois. J'ai parlé de mon expérience. En fait, la genèse même de l'entreprise que j'ai créée aujourd'hui, c'est le besoin que j'avais identifié lors de mon voyage à Kananga. Quand j'ai vu qu'il y avait un gap entre ce que les employeurs recherchent et ce que le système éducatif nous offre, le besoin est né à partir de là. En réalité, je continue dans la même vision. Seulement, le marché dans lequel j'étais, pour revenir à ta question, le marché dans lequel j'avais créé l'entreprise
n'étaient pas prêts à acheter mes services. Parce que c'est vrai que ça répondait aux besoins des entreprises, à avoir une culture d'excellence, ça répondait aux besoins des individus à être plus efficaces, ça répondait aux besoins des managers à gérer des équipes qui soient plus engagées, mais l'offre ne correspondait pas au pouvoir d'achat Mhm, du marché local. C'est ça mhm. qui m'a poussé à pivoter. C'est juste pour clarifier ça. Ok. Intéressant de savoir que euh, l'entreprise qui naît à partir d'un besoin, quelque chose que tu remarques autour de toi. Moi, j'ai eu un peu, moi, j'ai pris une autre direction. Moi, c'est arrivé un peu parce que j'ai été, c'est pas vraiment, moi, j'ai pas vraiment réalisé les besoins. C'est Hmm. juste que j'étais dans un environnement des entrepreneurs. OK. Donc, le premier boulot que j'ai eu, j'étais encore à l'université, j'étais à l'UNIKIN et on était en grève, je crois. On était en grève. Alors, je me suis dit, au lieu de rester à la maison, je voudrais travailler. Mhm. Et un ami m'a mis en contact avec quelqu'un qui avait une entreprise qui développait des sites web, des applications pour le compagnie. Et je suis allé en ville, j'ai rencontré la personne, j'ai passé une interview et il m'a donné le boulot. Mon premier boulot, c'était euh, c'était quoi encore? Technico-commercial. Donc, vendre le produit de l'entreprise, expliquer le produit aussi aux clients. Hmm. Alors, je crois que tout est parti de là parce que on était qu'à deux dans l'entreprise, moi et les boss de l'entreprise. Et j'ai vu que c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un, je n'ai fait que un mois avec lui, mais j'ai appris beaucoup de choses Mhm. avec lui. C'est de là qu'est partie cette envie-là de créer de produits, de créer des services que tu peux vendre pour un profit, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je commençais à réfléchir personnellement, qu'est-ce que je pourrais vendre comme service ou produit. Quand je suis rentré à l'université, après la grève, j'ai dû arrêter le travail, rentrer à l'université. J'ai eu des amis à moi qui sont partis en Inde. Ils Mhm. étaient allés faire une formation de certification en Inde. Et quand ils sont revenus, bizarrement, ils n'avaient pas de travail. Ils pouvaient pas trouver un emploi. Alors je me suis dit, et si on créait une structure où vous enseignez, parce que les formations qu'ils ont fait en Inde, les certifications qu'ils ont fait en Inde, la raison pour laquelle ils étaient même allés en Inde, c'est parce que ces formations-là n'étaient pas disponibles à Kinshasa. Hmm. Alors je me suis dit, si on peut vendre un service qui est unique, on a le potentiel d'attirer beaucoup de clients. Hmm. Alors, on a commencé par créer un centre de formation à l'Unikin. Je me suis renseigné, il y avait des salles qu'on pouvait louer à l'Unikin. J'ai loué les salles, j'ai créé des affiches pour une formation. Et la première formation, je crois, nous avons eu six étudiants. Donc, moi, j'ai organisé les formations, j'ai organisé les affiches, j'ai loué la salle, j'ai investi, tous les investissements Hmm. financiers, et moi, et les amis venaient juste pour donner la formation et on s'est partagé du 50-50. Donc, c'est comme ça. Et la deuxième édition, on a eu 9 étudiants. Hmm. Et parmi ces étudiants, il y avait un diplomate de l'ambassade d'Angola. OK. Et il est venu, et puis il nous a dit, ouais, ben, j'aime bien les formations que vous donnez. Est-ce que vous pouvez venir nous donner des formations à l'ambassade? On signe un contrat avec l'ambassade de l'Angola. On commence à donner des formations là-bas tout en continuant nos sessions à l'Unikin. Hmm. Et après, on a eu beaucoup de gens qui nous disaient, ouais, Unikin, c'est loin, je suis intéressé à vos formations, mais je peux pas venir à l'Unikin, je travaille en ville. Alors, je me suis dit, OK, on va trouver un autre endroit, par exemple, près de la ville. J'ai loué un local près de la ville où on a commencé à faire des formations là-bas aussi. Et les gens venaient chaque 2 mois ou un mois, on avait une nouvelle session et c'est comme ça que les choses ont commencé. Et pendant que je faisais ça, j'avais un travail à temps plein. Hmm. J'ai travaillé comme salarié dans une entreprise de la place.
Et à côté, je faisais les formations avec euh, mes amis. Et à un moment, les amis en question ont eu un travail et ils pouvaient Mhm. plus être là pour la formation. Et c'est à ce moment-là que le centre de formation est mort parce qu'il y avait plus personne pour donner les formations. Mhm. Et mais cette envie-là est toujours restée en moi de pouvoir euh, créer des choses, créer des services, créer des produits. C'était un peu intéressant. C'était une belle aventure pour moi de voir comment est-ce que euh, on créait des produits. On avait des Mhm. étudiants qui venaient payer. On faisait du profit. On payait les locaux. On payait les affiches. Pour moi, c'était comme une aventure à continuer, tu vois. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont inspiré dans ce qu'ils étaient en train de faire, comme développement des sites web. Et je suis entré dans ce monde-là de création de sites web, création de des applications. La façon dont j'ai gagné des clients, je me suis dit, OK, qui ont besoin de sites web? Et à l'époque, je crois que c'était 2011, il y avait l'élection, il y avait un nouveau gouvernement qui commençait Mhm. et je suis tombé sur la liste de tous les députés du pays et leur numéro de téléphone. Alors, ce que je fais, j'ai écrit un message et j'ai envoyé à tous les députés. Il y a 500 députés. J'ai envoyé à tous les députés, voilà, nous sommes une entreprise, alors qu'on n'était même pas une Mhm. entreprise. On crée des sites web. Je veux vous proposer de créer un site web pour pouvoir communiquer avec votre communauté. Et j'envoyais chaque semaine, j'envoyais le même message. Et il y a un député qui va te répondre, je dis non, je suis pas intéressé. Il y a un autre qui va t'appeler. Et quand on m'appelle, parce que je travaille, j'envoie un petit à moi qui va comme commercial Mhm. représenter l'entreprise, qui va discuter, expliquer tout ce qu'il y a à faire. Et on commençait à avoir des marchés. Et on signe un contrat avec un député, on signe un contrat avec un autre, on signe un contrat avec un autre. C'est comme ça que l'entreprise est partie. Et quand on travaillait avec ces députés, ils voyaient le sérieux qu'on mettait, le professionnalisme qu'on avait, ils nous ouvraient d'autres portes. Tu Mhm. vois, ils vont nous ouvrir d'autres portes. Ah ouais, je connais quelqu'un, le ok, je t'envoie à tel ministère, va rencontrer telle personne. Et on a rencontré beaucoup d'autres personnes. Tu vois, quand tu es jeune et tu es courageux Mhm. et tu essaies de faire quelque chose, ça suscite l'envie de gens de pouvoir Ouais, t'aider c'est vrai. à avancer dans la direction. Et ces gens-là qu'on a rencontrés nous ont ouvert des portes jusqu'à avoir des contrats avec les gouvernements, avoir le contrat avec les militaires. Wow. Donc c'était des opportunités comme ça qui s'ouvraient tout le temps. Mais quand tu rentres derrière, tu vois là où tout a commencé. Mhm. Je te dis, il suffit juste de commencer quelque part. On ne sait pas, c'est comme Martin Luther King dit. Donc, quand on veut monter des escaliers, fais le premier pas. Ouais. Il faut pas toujours voir, ouais, c'est un escalier de 1000 pas, mais ça commence toujours par ces premiers pas que tu fais. Quand tu fais le premier pas, d'autres personnes viennent t'aider à avancer. Parce qu'on a déjà parlé de ça ici. Il n'y a pas de self-made. Tu peux pas Mhm. réussir seul. Ouais. Il y a toujours des gens qui seront là pour t'aider à avancer, pour t'aider à ouvrir des portes. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est comme ça que je suis resté dans ces milieux-là où c'était du business, c'était des portes qui s'ouvraient, des portes qui s'ouvraient, des portes qui s'ouvraient. Et j'ai apporté des amis avec qui on commençait à travailler et on a loué des bureaux. On avait maintenant nos propres bureaux maintenant parce qu'avec certains clients comme le gouvernement, vous deviez être légal. Par Mhm. exemple, on a enregistré l'entreprise légalement. On avait un compte en banque pour l'entreprise. On a nos propres bureaux parce que le gouvernement devait envoyer parfois ces gens Mhm. dans votre bureau avant de signer des contrats, des trucs comme ça. C'est comme ça que tout est parti. Et jusqu'aujourd'hui, on a toujours ces clients que nous avons eus peut-être en 2013. Mhm. On les a aujourd'hui, 12 ans après, qui sont toujours Wow. nos clients, avec qui on rend toujours service. Donc, voilà un peu les parcours. Ouais. Moi, je suis un peu tenté de te poser une question. Comment tu as fait pour recruter les gens autour de toi? Parce que bon, je sais que tu as commencé seul. Peut-être tu avais peut-être une petite équipe, mais quelle a été ta méthodologie
t'entourer de bonnes personnes? Les bonnes personnes, on ne sait toujours pas c'est qu'une personne avant de le mettre dans dans une circonstance qui révèle ce que la personne est réellement. Parce que déjà, quand tu commences un business comme ça, tu vas pas simplement chercher n'importe qui. C'est d'abord les gens qui sont autour de toi, les amis que tu connais, qui ont par exemple une compétence dont tu as besoin dans ton entreprise. Tu les approches, mais il faut être en mesure de leur vendre la vision. Parce que au moment où nous on a commencé, par exemple, il y avait rien n'existait. C'est comme je t'ai dit, j'ai des amis qui sont revenus de l'Inde, ils ont fait des formations, ils ont fait des certifications, ils n'ont pas de travail. Mais maintenant, il faut leur vendre la vision. Parce que quand je leur approche pour commencer ces business de formation, il y a encore rien. On peut rien voir. On voit pas le contrat qu'on va avoir avec l'ambassade d'Angola. On le voit pas en ce moment-là. Il faut maintenant être en mesure de vendre la vision. Ouais. Et je crois que c'était l'une de mes qualités, c'est de pouvoir vendre la vision à ces gens qui sont autour de nous, de leur montrer ce qu'on est en mesure d'accomplir par rapport à leurs compétences, par rapport à notre détermination. Si on se met ensemble, voilà ce qu'on peut accomplir. Et c'est cette vision-là qui attire les personnes pour qu'ils veulent travailler avec vous. Quand vous voyez, par exemple, si on prend des entrepreneurs comme Elon Musk ou Steve Jobs, ce sont des gens qui sont capables de vendre la vision. Et les gens sont fiers de vouloir travailler avec eux. Les gens sont fiers de vouloir faire partie de leur équipe parce que ils leur montrent ce qu'on est capable de faire. Mais après, il faut essayer de réaliser ses rêves, de réaliser cette vision. Ce qui n'est pas toujours à 100%, mais être en mesure de vendre ses rêves, c'est vraiment important. Et je pense que c'est moi, ma méthodologie, c'était d'abord approcher ceux qui sont autour de moi, mes amis. Par exemple, je me suis dit, ok, j'ai une amie qui est en première licence en économie à l'UNIKIN, qui n'a pas encore fini ses études. Je l'approche, je lui vends la vision, je lui montre, voilà, t'as pas encore fini, mais tu as déjà la possibilité d'avoir une expérience professionnelle. Voilà ce qu'on essaye d'accomplir. Voilà notre vision. Et la personne s'embarque avec nous. Parce qu'au début, parfois, on n'a pas de l'argent à payer. Mais on leur montre, OK, on va faire pour un pourcentage. On va se partager le pourcentage. Parce qu'aussi, il faut être sérieux avec la rémunération. Parce que les gens ne vont pas venir travailler pour toi juste pour que tu puisses t'enrichir. Il faut leur montrer que ils doivent se retrouver aussi dans la chose. Donc, c'était ça mon approche. Et à certains, par exemple, je leur offrais un pourcentage de l'entreprise. À d'autres, je leur offrais un pourcentage de ce que eux-mêmes pourraient ramener à l'entreprise. Et au-dessus de ça, il y a des bonus. Par exemple, si on arrive à gagner un marché, il y a des bonus si on arrive à exécuter un gros contrat. Donc, voilà. La vision, c'était d'être unique. C'était, en tout cas, le mot, c'est unique. Ce que nous, on offrait, par exemple, à l'époque, aujourd'hui, on le voit, tout le monde est en train de le faire. Mais à l'époque, on était toujours les seuls à offrir ce que nous étions en train d'offrir. Notre vision, c'était de nous asseoir, de nous dire qu'est-ce qu'on est capable d'offrir que les autres ne peuvent pas offrir. Parce que c'est ça, c'est ce qui va nous différencier des autres. C'est notre, comment on appelle ça déjà, la proposition de valeur, notre proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on apporte que les autres n'ont pas? Par exemple, quand mes amis sont revenus de l'Inde, les formations, ils étaient parmi les seules personnes certifiées en ces formations-là à Kinshasa. Donc, ça veut dire que quand ils donnent ces formations, par exemple, il y avait des formations, par exemple, d'administration Linux, il y avait des formations de piratage éthique, il y avait nulle part. On était les seuls à donner ces formations. Donc, c'était notre proposition de valeur. OK? Et à chaque fois, on s'est challengé, on s'est donné ce challenge de venir avec une idée où on était les seuls à apporter des solutions. Et c'est ce qui nous différenciait, en fait. Et c'est ce qui nous rendait uniques. Et après, on voyait les gens nous copier, faire ce que nous étions aussi en train de faire. Quand les gens commencent déjà à nous copier, ça veut dire nous, on est déjà à la prochaine idée, on est déjà à la prochaine aventure. Donc, c'était un peu ça, c'était de pouvoir se différencier des autres et de leur montrer que, voilà,
nous sommes dans une ville de 16 millions d'habitants. Si on vient avec un produit où tout le monde est capable de nous payer $1, et si on vient avec un produit qui est vraiment nécessaire pour tout le monde, et ils sont en mesure de nous payer $1, ça nous fait 16 millions de dollars. Tu vois, c'est comme ça que j'arrivais à vendre cette vision, de savoir, OK, essayons de réfléchir, si on vient avec un produit, il y a combien d'entreprises à Kinshasa? Si il y a des milliers d'entreprises à Kinshasa, si on peut avoir juste 10% de ces entreprises, parce qu'ils ont vraiment besoin de nos produits, parce que nos produits sont uniques, voilà la proposition de valeur que nous apportons. Si on est capable de les avoir, voilà ce que ça nous fait. Ça va changer nos vies, ça va changer la façon de faire des choses. C'est-à-dire que c'est cette vision. Les gens ont besoin de l'espoir, n'est-ce pas? C'était pas de l'air. Tu n'essaies pas de leur vendre de l'air. Non, c'est quelque chose qu'ils voient. C'est palpable. Ça veut dire que ok, si on fait ça, voilà ce que peut être les résultats. Et ça donne cette envie-là de pouvoir faire partie de cette communauté. Oui. C'est intéressant et très inspirant ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu as dû changer de vision ou peut-être ajuster ta vision face, par exemple, à la compétition? Bon, comme tu l'as dit, hein, au départ, quand vous aviez lancé l'entreprise, vous étiez le seul à offrir ce que vous offriez à l'époque. Mais aujourd'hui, je peux imaginer que c'est pas nécessairement le cas. Peut-être qu'il y a eu de nouvelles entreprises qui ont pénétré le marché et qui offrent peut-être les mêmes services, si pas mieux que vous. Mais est-ce qu'il y a eu un moment de pivot que tu peux partager? Il y a toujours. Ouais, en fait, le seul constant, c'est le changement. OK? Le seul constant, c'est le changement. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de Google. Google, c'est 90% des revenus de Google viennent de leur moteur de recherche. Et aujourd'hui, par exemple, les gens utilisent plus souvent le moteur de recherche. Si quelqu'un a besoin de chercher quelque chose, les gens vont sur ChatGPT, par exemple. Les gens vont sur l'intelligence artificielle. Ils posent juste une question, ils ont une réponse. Parce qu'avec Google, tu cherches un mot-clé, on te donne des résultats, toi-même tu dois aller voir tous les résultats et chercher ce dont tu as besoin. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, je pose une question, je n'ai rien à chercher, j'ai la réponse, tu vois. Et ça, c'est une menace pour le business model. Ils peuvent pas se dire, ok, c'est vrai, nous sommes le maître de la recherche au monde, c'est 90% de nos revenus. Ils peuvent pas croiser le bras parce que il y a un nouveau c'est comme on dit, un nouveau shérif dans la ville, les choses sont en train de changer, il faut s'adapter. Et avec nous aussi, on a toujours su s'adapter parce que tu dois toujours voir tout ce qui se passe autour de toi. Que font les autres? Et l'avantage qu'on a quand on est le premier dans un marché, c'est qu'on a la confiance des clients. N'est-ce pas? C'est comme je t'ai dit, il y a des clients qu'on avait depuis 2011 qui sont toujours nos clients jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que ce que nous offrons, d'autres personnes offrent ces choses, mais ils ont plus de temps avec nous, ils nous font plus confiance que les autres qui viennent aujourd'hui. Tu vois? Mais aussi, ça veut dire on essaye toujours de changer, de nous améliorer, par exemple. Beaucoup de gens se battent sur le prix, par exemple, dans la compétition. Quand il s'agit de la compétition, les gens viennent, on fait une offre qui est similaire à la compétition et on se bat autour du prix. Par exemple, on baisse les prix, mais c'est quelque chose que nous, on n'a jamais fait. Nous, c'est pas comme ça que on se bat avec la compétition. Nous, on se bat avec la compétition, avec la proposition de valeur. On essaye toujours de trouver quelque chose que les autres n'offrent pas. Ça veut dire un service qui est nouveau, qui est unique. C'est dans ça que nous nous focalisons plus que les prix. Parce que on n'a jamais compete, comment je vais dire ça en français, c'est battre avec la compétition en utilisant les prix. Parce que c'est ce que font beaucoup de gens. Mais nous,
Non, on ne fait pas de cette façon-là. C'est beaucoup plus dans la proposition de valeur. Mm. Qu'est-ce qu'on peut apporter qui soit différent de ce que les autres sont en train d'offrir, de ce que les autres sont en train d'apporter. C'est Ouais, tout ce qu'on essaye. Comment est-ce on peut donner plus de valeur à notre client que ce ok. que la compétition est en train d'apporter. Donc, Ouais. c'est en ces termes-là que nous, on a toujours réfléchi. C'est en ces termes-là que nous, on se présente face à la compétition. Intéressant. Il y a des études qui démontrent que beaucoup de startups ne dépassent pas 5 ans d'existence. Donc, j'imagine que pour ton cas, ton entreprise a dépassé les 5 ans d'existence. Quelle est la stratégie que tu as mise en place pour non seulement garder les clients, mais aussi fidéliser les personnes que tu as su euh, sélectionner pour atteindre les objectifs de ton entreprise? Qu'est-ce que tu as mis en place pour survivre? Bon, pas survivre vraiment, mais vraiment pour réussir dans, dans cette jungle Ouais. entrepreneuriale, je peux dire. Parce que quand je dis jungle, je le dis avec raison parce que parfois dans certains environnements entrepreneuriaux, c'est la loi de la jungle. Tu vois, c'est dans ce sens-là que Ouais, j'utilise ce non, c'est terme-là. vrai. C'est vrai. Par exemple, même moi personnellement, des amis avec qui, les amis que j'ai amenés à bord, par exemple, il y a certains qui ont détourné certains clients, Hmm. ok, qui ont Wow. détourné certains clients. Il y a certains qui sont partis, qui ont fait le copycat, qui ont créé la même entreprise Hmm. euh, comme ça. Mais c'est pas des choses qui te dérangent en fait. En tant qu'entrepreneur, c'est il faut s'attendre à tout. Ça veut dire il y a le changement, c'est la façon dont tu réponds. Comment est-ce que tu réponds à ces changements? Il y a un truc important que j'ai appris quand j'ai commencé. J'ai eu la chance, par exemple, quand j'ai commencé à faire, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je crois une année ou 2 ans après, j'ai fait une formation sur l'entrepreneuriat Hmm. en ligne dans une université américaine. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que dans notre système éducatif, il n'y a pas de cours d'entrepreneuriat. On nous prépare tous à aller travailler pour quelqu'un d'autre. On nous prépare pas à l'université, il n'y a pas de cours d'entrepreneuriat. Et j'ai eu la chance de faire ce cours-là en ligne. C'était un cours, c'est même un cours gratuit que j'ai eu la chance de faire en ligne, ce qui m'a aidé à apprendre beaucoup de choses. Par exemple, il est plus facile de garder un client que tu as déjà que de gagner un nouveau client. C'est vrai. L'investissement que tu dois faire pour gagner un nouveau client est plus élevé que essayer de garder les clients que tu as déjà. Donc, la satisfaction clientèle, elle est très importante. Déjà, être en mesure de savoir, OK, j'ai ces clients, qu'est-ce qui les dérange, comment est-ce que je peux euh, l'aider dans son business, qu'est-ce que je peux faire pour rendre son travail un peu plus simple. Ça, ce sont des choses que nous, on se pose toujours et on parle toujours à nos clients parce qu'on sait, on a envie de les garder. On a envie de les garder parce que les clients que nous avons parfois, ils créent le 80% des revenus que nous avons. Hmm. C'est le nouveau client qui nous ramène le 20% des revenus. OK? Donc, c'est primordial de faire en sorte que les clients que nous avons, que nous puissions les garder déjà. Comment on les garde? En les écoutant, en demandant comment on peut les aider, parce que ça devient comme une famille. On est là pour rendre leur travail un peu plus simple. Comment on peut faire? Quels sont les trucs qui leur dérangent? On essaye de trouver des solutions. Parce que je vais te dire, il y a une dame très puissante, par exemple, au pays, je vais pas citer son nom. On a commencé à travailler avec elle et elle nous a apporté plus de 10 autres clients. OK? Et ça veut dire que pour nous, c'est une personne très importante et on a fait pour elle des travaux, par exemple, qui étaient même en dehors de notre compétence. Hmm. Parce que on veut juste rendre sa vie un peu plus simple. OK? Quand elle a un besoin à un truc, si on n'est pas capable de le faire, on fait en sorte de trouver les gens qui peuvent exécuter ces travails-là et suivre ces travails de sorte qu'elle soit contente. Donc, ça, c'est de un. D'abord, faire en sorte que les clients soient
satisfaits. Et aussi, le changement, c'est comme j'ai parlé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent travailler avec toi, qui seront toujours pas là. Mais si le brand, la marque de l'entreprise, c'est toi, si c'est toi le fondateur de l'entreprise, toi, tu seras toujours là. Tu peux même travailler avec ta propre famille t'est délaissée, partir, mais toi, tu seras toujours là. Il faut savoir s'adapter. Il faut continuer à amener d'autres personnes dans le business parce que tu peux pas toujours travailler seul. Il faut continuer à former les gens tout en sachant que les mêmes personnes que tu formes peuvent partir, C'est ça. peuvent te quitter parce qu'ils sont maintenant formés. Mais tu voudrais bien rester avec quelqu'un qui est incapable ou quelqu'un qui est bien formé. Donc, c'est un choix que tu dois faire. Former quelqu'un et il peut te quitter ou garder une personne qui n'est pas capable parce que tu as peur que cette personne te quitte. Donc, c'est un choix que tu fais. Tu dois toujours former les gens. Les gens peuvent partir, mais ça doit pas être quelque chose que tu sais que c'est toi qui as la vision. Tu vas toujours trouver d'autres personnes à qui tu vas vendre la vision, à qui tu vas, d'autres personnes que tu vas encore ramener à bord. Donc, c'est un peu ça. C'est intéressant. Donc, tu as pu dépasser le cap de 5 ans grâce à l'écoute des besoins des clients. Tu as vraiment été à l'écoute des besoins des clients et c'est ça qui a fait que tu subsistes un peu. Est-ce que dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des changements? Je veux dire, est-ce que les besoins des clients ont changé ou bien est-ce que c'est les mêmes besoins? Pour continuer dans le même ordre d'idées, quel est ton modèle d'affaires aujourd'hui qui te permet justement de garder cette base de clientèle au fil du temps? Yeah, ça, c'est une bonne question. Je pense que pour nous, c'est le fait qu'on a pu survivre, c'est en écoutant les clients, en faisant en sorte que nos clients soient satisfaits et aussi à savoir s'adapter aux changements. Parce que, par exemple, on est dans le domaine de la technologie. C'est-à-dire, on est toujours à l'écoute du changement. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui change? Et comment est-ce que ça peut profiter aux clients qui existent déjà pour nous? Et comment est-ce que ça peut nous aider à attirer de nouveaux clients? Par exemple, c'est qu'on fait des efforts, par exemple, de faire des certifications, d'être toujours, euh, à jour par rapport aux technologies, parce que c'est ce qui fait aussi notre proposition de valeur. Parce qu'on a des ingénieurs qui sont certifiés. Une entreprise peut venir, par exemple, te dire, OK, ça va, je peux te faire ces services. Nous, on vient aussi, on te dit, on peut faire ces services, mais la différence avec nous, c'est qu'on a un ingénieur qui est certifié dans ce domaine, qui est reconnu, par exemple, par cette entreprise qui possède cette technologie. Tu vois, ça, c'est parmi nos propositions de valeur. C'est quelque chose qu'on a toujours insisté d'avoir toujours cette différenciation. Et aussi, la deuxième partie de ta question, c'était sur... Oui, le modèle d'affaires. Quel est le Ouais, modèle d'affaires que tu as mis en place aujourd'hui justement pour non seulement fidéliser la clientèle, mais aussi la diversifier? yeah. Pour le moment, par exemple, c'est comme j'ai dit, plus de 80% de nos revenus, ça provient de nos clients qui existent déjà. Ça veut dire qu'on fait plus beaucoup de marketing, on fait plus beaucoup de choses parce que on a déjà des clients qui nous payent, par exemple. On a un modèle d'affaires, comment on appelle ça déjà? On a un modèle d'affaires récurrent. Ça veut C'est dire un que, abonnement? ouais, on a des abonnements, par exemple, aux OK. clients. Ça veut dire que chaque année ou certains chaque mois qui nous payent et on fait notre travail, c'est de juste être là pour eux, faire en sorte que leurs besoins est satisfait. Mais c'est un modèle récurrent où, par exemple, j'ai des clients depuis 2011 qui nous payent jusqu'aujourd'hui. Et on fait presque plus rien pour eux, mais on a ce modèle-là de paiement récurrent parce que c'est ce qui nous permet de faire notre 80% de revenus. Et de l'autre côté, on essaye d'avoir des clients. Les marchés deviennent encombrés, mais ça ne dérange pas vraiment parce qu'on essaye d'innover tout en faisant en sorte que nos clients que nous avons déjà restent satisfaits. Donc, le modèle le plus intéressant aujourd'hui, c'est le modèle d'abonnement, le Ouais. modèle où vous avez un revenu récurrent
et un modèle d'automation, par exemple. Parce que c'est en ces termes-là que nous réfléchissons, c'est-à-dire comment faire moins et gagner plus en utilisant la technologie. Ok. Parce que tu n'as pas toujours besoin, si tu dois toujours être présent pour gagner de l'argent, dans le monde d'aujourd'hui, tu ne sauras pas. Il faut utiliser de leverage, il faut utiliser des trucs qui augmentent votre capacité, qui augmentent votre productivité. Ouais. Par exemple, la technologie, l'automation, par exemple. L'automation, comment est-ce qu'on peut automatiser certaines tâches pour nos clients? Comment est-ce qu'on peut automatiser certaines tâches pour le business? Ok. De sorte que on n'a pas toujours besoin d'un humain, on n'a pas toujours besoin d'être là pour gagner de l'argent. Par exemple, prenons un exemple, si tu dois toujours aller sur place pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Peut-être tu travailles pas le samedi, tu travailles pas le dimanche. Ça veut dire samedi et dimanche, tu ne gagnes pas de l'argent. Il faut réfléchir en termes que même quand je dors, mon entreprise continue de faire de l'argent. Mon entreprise continue de me ramener de l'argent. C'est en ces termes-là que moi personnellement, j'essaie de réfléchir. C'est-à-dire, si je dois me lancer dans quelque chose, comment est-ce que je l'automatise? Comment est-ce que je fais en sorte que j'ai des revenus même quand je dors? OK? Ça peut être, par exemple, des formations en ligne. Tu investis, tu fais des formations et après, les gens viennent, ils payent pour ces formations. Toi, tu ne fais plus rien. Toi, tu peux dormir, mais ça veut dire que c'est un revenu récurrent, c'est un revenu qui continue d'arriver. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Surtout avec la technologie et l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce sens. Absolument. Absolument. Juste une dernière question. Je ne sais pas si tu as d'autres questions pour moi, mais la question qui me vient à l'esprit, c'est si tu devrais refaire, je veux dire recommencer ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devrais refaire ça? Si je devais refaire, je me limiterais pas seulement dans ma communauté, en local. Je vais voir plus grand de le départ. Et ça, je crois que c'était une erreur, par exemple, que si je dois recommencer les choses, je ferais différemment. C'est-à-dire, je vais pas seulement me limiter autour de moi. Je vais essayer d'explorer le potentiel de l'Internet. Parce qu'avec l'Internet, je peux vendre à quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres de moi. Ça, c'est quelque chose que si je dois refaire, je ferai différemment. Je vais plutôt me concentrer à vendre mes produits à l'international que plutôt à me limiter autour de moi. Ça, c'est un. Et de deux, ce que je ferai différemment, c'est de rester longtemps dans quelque chose. Parce que souvent, on a l'habitude de changer de choses. On essaye, on se dit, OK, ça marche pas, j'essaye autre chose. OK? J'essaye autre chose. Et je ferai en sorte de rester un peu plus longtemps sur quelque chose. De pouvoir peut-être changer, je veux dire, de pouvoir peut-être changer d'approche, mais pas d'objectif. OK? Et la troisième des choses que je ferais différemment, si je dois recommencer, c'est d'être pionnier. Quand on est pionnier, d'être pionnier dans toutes les nouvelles technologies. Disons par exemple, il y a l'intelligence. Bon, disons en 2006, il y a YouTube. Non, en 2006, il y a AWS, il y a Amazon Web Service qui a commencé. Ça veut dire que c'est lancer, prendre cette technologie et grandir avec la technologie et devenir expert dans la technologie. Tu as Facebook qui a lancé en 2004, par exemple. Prendre la technologie, grandir avec la technologie, devenir expert en la technologie. Et aujourd'hui encore, on a la chance avec l'intelligence artificielle qui vient juste de commencer, qui est vraiment encore dans sa genèse. Prendre la technologie, grandir avec la technologie, devenir expert dans la technologie. Tu vas te rendre compte que le retour de cet investissement sera plus grand que tout ce que tu peux penser faire. Tout ce que tu peux penser faire. Ouais.
Moi, je repars avec l'idée selon laquelle il faut se focaliser. Mhm. Et même si les choses deviennent difficiles, il faut juste changer d'approche. Ce que je retiens hein, de ce que tu viens Mhm. de dire, juste changer d'approche et ne pas changer d'objectif. Et puis faire le leverage de l'Internet pour vendre au-delà de nos communautés. Donc, ce sont les 4 leçons que je retiens de ton parcours entrepreneurial. Je ne sais pas si tu as des questions pour moi ou Tu, si... tu as un regret, tu as un regret de te lancer dans l'entrepreneuriat? J'ai lu euh, un truc dernièrement. Il y a Mhm, une personne qui a dit, étant entrepreneur, je dors comme un bébé. Je me mhm. réveille toutes les 2 heures pour pleurer. Non, en fait, moi, j'ai pas de regrets hein, comme tel, mais plutôt des leçons que j'apprends au fur et à mesure que j'avance dans ce parcours. J'ai pas de regrets en réalité. C'est vrai que parfois tu es face aux défis, les gens qui copient ton modèle, les gens qui qui euh, qui gagnent des marchés derrière ton dos et qui te disent pas, des gens qui te trahissent tout au long du parcours ou des clients qui te payent pas à temps ou des clients qui disent que ils ont besoin de tes services, mais après ils changent d'avis. Des clients qui te font attendre une année pour te payer une facture. En fait, c'est juste des leçons, pas vraiment des regrets. Et j'ai envie de dire que l'entrepreneuriat, c'est une vocation. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir un cœur pour servir, pour entrer dans l'entrepreneuriat. Si t'as pas le cœur pour servir, c'est peine perdue. Et puis, il faut se dire aussi que quand tu commences un parcours entrepreneurial, c'est pas l'argent qu'on poursuit en premier. C'est d'abord la résolution des problèmes. Et moi, bon, vu que initialement, mon parcours entrepreneurial a été d'une envie de servir sans nécessairement gagner de l'argent. Donc, je dirais que j'ai aucun regret parce que je me dis, chaque client avec qui j'interagis repart avec quelque chose de positif. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qui compte plus pour moi. Tous les clients pour lesquels je recrute, les clients que je coach, les personnes que je forme, ils repartent avec quelque chose de positif. Et chaque fois, ils reviennent, pas tous, hein, quelques-uns reviennent et ils disent, ah, c'est à cause de ton coaching qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Parfois, une dame au Cameroun, je la salue. Si elle voit cette vidéo, elle va se reconnaître. Je la connais pas, je l'ai jamais rencontrée jusqu'au moment où je te parle. Mais j'ai eu des séances de coaching avec elle. Aujourd'hui, elle est en train de réussir une entreprise et elle m'appelle et me dit, en tout cas, elle m'avait envoyé un voice, je crois une année après le coaching, pour me dire comment cette interaction que j'ai eue avec elle a compté pour elle. Et c'est ça, au fait, c'est ça qu'on retient de l'entrepreneuriat. Être en mesure de se dire, waouh, grâce à moi, telle personne a résolu son problème. Et c'est ça qui compte le plus. L'argent, ça vient après. L'argent, ça peut venir grâce à ça. Mais tant que la motivation principale de se lancer dans l'entrepreneuriat consiste à servir les gens, il n'y a aucun regret. Donc pour moi, jusqu'ici, hein. Bon, je sais pas si ça va changer avec le temps, mais jusqu'ici, j'ai aucun regret à avoir créé une entreprise. Je pense beaucoup de gens sont toujours contre les milliardaires. Ils ont toujours la dent contre les milliardaires, disant que ouais, ils exploitent les gens, ils font ceci. On prend comme Mark Zuckerberg, Hum, Jeff Bezos. On se dit tous ces gens. Mais en réalité, le parcours de l'entrepreneur, c'est comme tu le dis, c'est pas l'argent, c'est la valeur. Plus tu donnes de la valeur au monde, plus on te paye pour cette valeur que tu apportes. C'est cette différence. Voilà. Parce que si tu suis de l'argent, tu rates la coche. Il faut plutôt suivre la valeur. C'est-à-dire que plus tu donnes de la valeur à plus de gens, plus on te paye. c'est ça. Parce que le monde s'en fout de ce que tu veux. Si tu veux devenir milliardaire ou tu veux devenir millionnaire, le monde s'en fout. Le monde n'attend de toi que la valeur. Qu'est-ce que tu nous apportes de valeur pour qu'on te donne en échange de l'argent? Mhm.
plus tu apportes de la valeur, plus on te donne de l'argent. Ceux qui deviennent des milliardaires, c'est parce que ils aident des millions de personnes. Ils apportent de la valeur dans la vie des millions de personnes. Et en échange, on leur donne des milliards. Ils deviennent des milliardaires. C'est ça. Et c'est comme tu as dit, donc c'est pas l'argent, mais c'est plutôt la valeur qu'on apporte. Exactement. Je pense que c'est tout. Tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, non. En tout cas, je tiens à te remercier pour avoir répondu à mes questions. J'aurais voulu entrer un peu en détail, mais on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être qu'on va programmer ça pour un autre épisode du podcast. Donc, je te remercie d'avoir un peu parlé de ton parcours, d'avoir partagé avec les gens qui nous suivent. Et je vais inviter les gens qui nous suivent, peut-être s'ils ont un sujet qu'ils aimeraient qu'on discute, qu'ils le mettent juste dans le commentaire, comme ça on va en discuter dans notre prochain épisode. Yeah. Super vidéo, likez. Ouais. Ok. Bye bye, à très bientôt.